C'est très compliqué d'aller faire des devis rentables quand tu es complètement dans le flou sur, la durée de travail que tu vas faire. Donc être au clair sur le temps que prennent les choses, ça c'est vraiment un fondamental absolu, quoi. Quand tu lances ton programme en ligne, ne sois pas impatient. Ne te dis pas, voilà, j'essaie de faire un lancement et ça fonctionne pas, et je laisse tomber l'idée. Procède par itération, relance une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. C'est peut-être au bout de la troisième fois, quatrième fois que tu vas obtenir quelque chose qui commence à fonctionner. Vous précipitez pas en fait, hein, pour les lancements en collectif parce qu'en fait, la plupart des gens, ils se cassent les dents parce qu'ils y vont trop tôt et sans stratégie. Bienvenue sur Le Bout du Tunnel, le podcast où vous apprendrez tout sur les lancements d'entrepreneurs inspirants. Je suis Kevin Pem, j'accompagne les coachs et les formateurs à performer grâce au tunnel de vente. Et dans ce podcast, vous allez découvrir leurs retours d'expérience et leurs challenges du quotidien. Mais vous obtiendrez aussi leurs conseils d'experts sur ce qui marche vraiment. Parce que bon, les interviews d'entrepreneurs qui font des millions, c'est bien, mais connaître la réalité du marché à votre échelle, c'est encore mieux. Bref, je suis là pour vous aider à voir le bout du tunnel. Hello Floriane, je suis super content de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Est-ce que tu pourrais prendre une petite minute pour te présenter aux auditeurs, s'il te plaît? Oui, allez, direct dans le vif du sujet. Alors je m'appelle Floriane Bobet, je suis business coach spécialisée en structuration business avec une approche, très, très axée rentabilité et j'ai créé il y a quelques années déjà une entreprise qui s'appelle Zen Factory, qui est domiciliée en Bulgarie, qui est un pays où je vis depuis 3 ans maintenant. Donc on en parlera peut-être si tu as envie de parler un peu expatriation. Et voilà, mon branding a été pas mal construit sur un produit dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle le bootcamp Solo Zen, qui est un bootcamp business, qui a eu beaucoup de succès et je suis très contente d'être là pour répondre à toutes tes questions. Trop bien. Ben, je suis trop content de te recevoir. Tu bien teasé du coup les sujets on va évoquer. C'est vrai que on n'avait pas pensé à l'expatriation, mais ça serait cool d'en discuter, sachant que du coup j'ai moi-même pas mal voyagé et que c'est des questions que je me pose. Donc, pour teaser un petit peu l'audience et faire un petit peu copywriting, Floriane, elle a un super produit qui se vend bien, elle a un super positionnement, elle a un super branding sur LinkedIn, elle est connue comme Tata Flo. Tu me diras si je me C'est trompe. vrai. Ouais, c'est vrai. Euh, et il y a des super personnes, des super coachs formateurs qui sont passés par son accompagnement sur LinkedIn. Et du coup, on va discuter de comment est-ce qu'elle va pivoter ce programme vers un nouveau programme, un nouveau format. Pourquoi elle le fait. Et voilà, tout simplement. Let's go. Super. Bah, écoute, je suis très contente de pouvoir, parler de tout ça, effectivement. Branding Tataflow, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, tu ne te trompes pas. J'ai construit ce branding-là, j'ai mis du temps, en fait, à aller construire le personnage de Tataflow et si tu veux, on pourra aussi, parler, de ce sujet-là et je vais répondre, du coup, à toutes tes questions sur, la construction du produit en attendant. Bah, moi, j'aimerais bien commencer par le branding Tataflow parce que je l'ai vu plusieurs fois sur des posts, je l'ai vu dans des emails et ça m'intrigue quand même. Donc, allez, j'aimerais bien qu'on réponde à cette question. D'où est-ce que ça vient? Ouais, c'est marrant. J'ai eu le temps de me préparer en plus parce que j'ai des coachés qui m'ont posé la question il y a pas longtemps, parce qu'ils savaient même pas. Eux, ils sont venus, ils se sont dit: «Mais ça vient d'où ce Tataflow?» Alors Tataflow, je crois que ça fait à peu près 1 an que j'ai vraiment commencé à déconner avec ça publiquement. Avant, c'était un peu plus privé. Ce qui se passe, en fait, c'est que je fais un métier où il y a une énorme part d'émotionnel qui prend le pas dans l'accompagnement. J'accompagne des personnes dans la restructuration business. J'ai des accompagnements qui sont plutôt longs la plupart du temps et je tisse des liens, relationnels vraiment très, très intimes avec mes coachés. Donc il y a vraiment une notion de soutien, d'aide permanente et dans le bootcamp, il y a eu un moment où j'ai dû leur dire: «Bon, si ça va pas, vous savez très bien, il suffit d'envoyer un message à Tataflo et Tataflo s'occupera de vous». Et en fait, derrière l'idée de Tataflo, il y a vraiment la personne bienveillante qui va prendre soin de toi, celle à qui tu peux tout dire, tu vois? On se confie pas à une tata comme on se confie à sa maman quand on est gamin. On sait que la tata, c'est à la fois celle qui va pouvoir, te réconforter, te faire rire, qui va aussi souvent être de bons conseils et puis surtout, tu auras jamais honte, en fait, de lui confier tes problèmes. Donc c'est un peu la posture que j'ai effectivement avec mes coachés. Je suis pas leur mère, je materne pas du tout mes coachés, mais par contre, c'est vrai qu'il y a ce côté quand même très famille et j'avoue que je m'attache énormément aux personnes que j'accompagne. Donc Solozen, typiquement, il y a cet esprit familial et j'ai toujours eu envie d'aller construire une famille avant tout. Trop bien, c'est super cool. Moi aussi, j'aimerais bien avoir ce genre de branding parce que ce qui ressort dans certains témoignages de mes clients, et la plupart même,
C'est que je suis tellement là pour les aider qu'on dirait que c'est mon propre business. Tu vois, ça me tient à cœur de leur donner des résultats et je suis vraiment aux petits soins. Donc j'aimerais bien trouver un petit branding comme ça pour le véhiculer encore plus. Donc, mais bon, ça viendra avec le temps, j'imagine. Ouais, bah c'est puis ça alors ça va avec le temps, puis ça va avec, tout ce que les clients vont dire de ta personnalité. Il y a plein de trucs que j'ai réalisés, moi, au cours de mes accompagnements que je connaissais pas sur moi. Ça pendant très longtemps, j'avais l'impression d'être douce comme un agneau et il y en a plein qui m'ont dit: «Ah non, mais quand même, tu punchy», tu vois? Et Ouais. ça fait partie des trucs que j'ai découvert sur moi dans ma relation au client et qui a aussi construit mon branding, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un décalage entre ce que moi je pensais de moi et ce que le client ressentait. Donc ouais, il y a du soutien, mais c'est pas que de la douceur, c'est effectivement plus dynamique. Ça va avec beaucoup de changements qui ont fait évoluer mon branding, ouais. Ok, ok, intéressant. Donc ça vient avec le temps et puis on apprend un peu à mieux se connaître à travers les clients aussi. Carrément, ouais, totalement. Ok, très bien. Bah, du coup, justement, parlons un petit peu de ces clients de ce programme Solo Zen. Rapidement, du coup, si t'es ok, je serais chaud de parler de ce programme que tu es en train de changer, de pivoter un peu vers un nouveau format. Est-ce que, en quelques lignes comme ça, tu pourrais nous dire c'est quoi le bootcamp Solo Zen, pour qui c'est fait, et c'est quoi, en gros, la promesse? Ouais. Alors le bootcamp Solozen, il y a beaucoup de travail. Déjà, c'est en grande partie pour ça aussi que je pivote, c'est-à-dire qu'il y a un peu un décalage entre le nom et la réalité vécue par le client. Solozen, c'est un bootcamp qui se fait en 3 mois. Donc là, j'ai encore une promo en cours qui vient d'embarquer, en fait, je vais dire d'onboarder, qui vient d'embarquer, on reste en français. La durée est de 3 mois, OK? C'est assez intense. C'est en fait, promesse du bootcamp, c'est 3 mois pour restructurer son business de A à Z. Donc c'est tout un travail de restructuration pendant lequel on va vraiment, bah, partir sur un objectif de travail qui dure 3 mois. Le hasard fait que j'utilise la méthode de 90 jours aussi pour, mes coachings. Donc en fait, c'est vraiment parfait comme durée parce qu'on est vraiment sur une méthode trimestrielle. On définit des OKR et après on avance vers un travail de restructuration qui est très 360 dans Solozen. C'est pour ça qu'on a besoin des 3 mois et que d'ailleurs même 3 mois, ça passe en un claquement de doigts. On va restructurer les offres, on affine le positionnement avant, donc il y a une restructuration d'offres complète. On structure du coup le business model niveau macro. On va restructurer énormément de process et en fait, bah, c'est un cheminement. On se donne 3 mois, voilà, pour laisser le temps de la réflexion, pour aller collecter du feedback aussi dans le groupe. Il y a voilà, un travail vraiment assez complet. Beaucoup de boulot aussi qui va être fait sur le système de vente. Ça concerne un petit peu moins la majorité de ma clientèle parce qu'ils viennent vraiment surtout chez moi pour, la partie structuration d'offres et structuration de process. Mais il y en a qui sont un peu à la masse aussi, sur la partie vente parce qu'ils ont eu l'habitude de prendre ce qui venait à eux et quand tu crées tes offres, forcément ça change la manière dont tu vas les vendre parce qu'il faut les présenter aux futurs prospects. Voilà, je sais pas si c'est clair? C'est très clair. C'est quoi le problème principal de ton client idéal sur le bootcamp? Le problème principal franchement, c'est ça fait partie des questions les plus difficiles auxquelles je dois répondre parce que c'est le problème quand tu fais un programme autant 360, mine de rien, c'est assez diffus. Je pense qu'il y a des points de frustration qui reviennent vraiment très souvent. Le numéro un, je dirais, et c'est le plus englobant, c'est: «J'ai pas le contrôle». En fait, il y a vraiment cette idée selon laquelle t'as pas le contrôle de ce qui vient à toi, donc tu es en suradaptation permanente. Tu vas accepter, le client qui te propose un deal, tu vas du coup un peu plier tes tarifs, OK. T'as pas le contrôle du coup sur ton temps parce que généralement, bah, tu te rends compte que tu te plantes dans le devis que tu as fait, enfin en fait voilà, c'est pas le contrôle sur le choix des clients, pas le contrôle sur la gestion du temps, pas le contrôle sur les chiffres. En fait, on prend ce qui vient et du coup on est en adaptation, on est en réaction. Ce qui veut dire qu'aussi, du coup, l'activité est un peu en mode survie. C'est-à-dire que tu prends les trucs au mois le mois, mais tu te projettes pas. Tu es pas dans la construction de ton business, de ton activité, de ton système et donc tu navigues un peu à vue. Et ça, en fait, c'est assez lié aussi à un temps de vie de l'activité, donc faut pas se juger. Si vous vous reconnaissez, là-dedans, ne vous dites pas que c'est mal ou non, c'est lié juste à un temps de vie de l'activité. Généralement, on est dans le momentum, dans les 3 premières années, on va dire. C'est assez rare, tu vois, qu'il y ait des gens qui viennent à moi après, mais ça arrive aussi, tu vois? Des gens qui sont lancés depuis 5 ans, qui ont un peu laissé traîner le truc, tu vois? Qui naviguent à vue pendant très longtemps.
En revanche, la première année, c'est normal d'être comme ça. Et en fait, c'est juste, enfin, c'est absurde d'essayer de structurer trop tôt parce qu'on n'a tout simplement pas la connaissance du marché et même pas la connaissance de soi en tant que prestataire sur son sujet. Donc voilà, tout ça est aussi pas mal lié à un moment de vie de l'activité où on se dit, bon, c'est bon, j'en ai marre de prendre ce qui vient. Maintenant, je vais aller créer mon truc et je vais aller reprendre enfin, je vais aller prendre le contrôle, en fait, de l'activité, prendre les rênes. Ok, ok, très clair. Faut savoir que Florian a rejoint le bootcamp Masterclass et du coup Oui. on a eu beaucoup le temps d'échanger sur ces sujets-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était assez concret et que Florian arrivait à détecter aussi chez moi les potentiels risques que j'avais et à arriver à me conseiller, notamment sur la question de rentabilité. Ça, je sais que c'est un point important pour toi. Euh, comment est-ce qu'il y a un truc que tu pourrais donner aux auditeurs pour qu'ils puissent faire remonter un problème de rentabilité et qu'ils arrivent à déjà réfléchir au moins à un switch? Ouais. Un truc, bon voilà, il y a plein de trucs. Je dirais au tout début, vraiment l'étape numéro un, ce serait de regarder où passe votre temps. S'il n'y a pas de tracking de votre temps, déjà, c'est un énorme problème parce que, enfin d'ailleurs, il y en a hein, des gens qui me disent, ah, mais ça y est, je suis plus rentable qu'avant. Ok, qu'est-ce qui te fait dire ça? Exactement. Combien de temps tu travailles par semaine? Si tu es dans une activité de service, fondamentalement, tu as deux leviers pour calculer ta rentabilité, c'est le temps et l'argent. En d'autres termes, est-ce que tu es content de tes revenus par rapport à ton temps de travail? Si tu as pas vraiment la notion du temps, si tu ne sais pas où passe ton temps et combien de temps tu travailles par semaine, déjà, tu es complètement dans le flou. Donc, la première étape, c'est au moins d'avoir de la visibilité sur sa situation réelle pour savoir d'où on part et d'être hyper rigoureux sur l'agenda. Donc, il y en a qui utilisent Toggle, tu sais, pour traquer le temps. Moi, je trouve ça ultra hardcore. Personnellement, je vais pas du tout jusqu'à là. Je trouve ça stressant de ouf. Ouais, Et déjà, si tu as une bonne gestion de ton agenda, en fait, juste voilà, tu remplis ton agenda, tu fais ton time blocking. Tout au long de la journée, tu regardes où tu en es. Tu dis, bon, là, j'étais censée être là, j'en suis que là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Où est passé mon temps? Bon, bah, ce truc-là, il m'a pris 2 fois plus de temps que prévu. Et puis, si vous faites ça une semaine, 2 semaines, 3 semaines, au bout d'un moment, vous êtes capable de tirer des conclusions et voir où passe le temps. Donc, à partir du moment où on voit déjà où passe le temps, on commence à être beaucoup plus connecté aux zones sur lesquelles on n'est pas bien rentable dans une activité de service. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'étape de départ. Parce que, il vaut mieux partir du temps passé pour aller adapter ses prix plutôt que l'inverse, au tout début. Au tout début. Après, voilà, quand tu progresses vraiment dans la mise à plat de la rentabilité, c'est les deux. Tu joues vraiment sur les deux leviers. Mais au tout début, moi, je commence d'abord à faire bosser le facteur temps pour arriver, tu vois, vraiment à mieux optimiser le temps d'une manière générale. Donc, on va aller vraiment essayer d'aller réduire tous les points de friction possibles. Et au bout d'un moment, quand tu arrives à une zone de temps de travail complètement incompressible, c'est-à-dire tu dis non, mais il n'y a plus rien à optimiser là, tiens, c'est que du cœur de métier ce qui me reste. Là, le levier qui va rester, c'est le prix. Mais avant ça, déjà, on a du boulot, hein, tu vois, pour vraiment améliorer la rentabilité. Je ne ouais. sais pas si ça répond à ta question. Ouais, déjà, donc contrôle sur le temps. Ça, c'est un truc que j'essaie de bosser et je te confirme que Toggle Track, j'y arrive pas du tout. Je m'y suis mis au début de l'année dernière. J'ai réussi pendant un mois à peu près. Euh, mais là, par exemple, j'essaie de m'y mettre depuis quelques mois, mais ça marche pas du tout. Donc là, j'ai switché. J'ai installé un truc qui est beaucoup plus passif, qui s'appelle Rescue Time, Ok. qui calcule en fait juste le temps que tu passes sur certaines fenêtres, certaines applications, etc. Sachant que là, l'ordinateur que j'utilise, c'est mon ordinateur pro, je fais rien, quasiment rien de perso dessus. Donc je sais que voilà, le temps passé, le temps affiché par cette application me dira le temps de travailler sur une semaine. Donc déjà, je pense que c'est un début. Ouais, complètement. Complètement. Juste vraiment voir concrètement, effectivement, où passe le temps. Vraiment le tout premier truc, où passe mon temps. Parce qu'en fait, souvent, une fois que ça, c'est pas, enfin, tant que ça, c'est pas au clair, je dirais, tout le reste est très compliqué. Tu vois, c'est très compliqué d'aller faire de la structuration d'offres quand tu sais pas combien de temps te prennent les choses. C'est très compliqué d'aller faire des devis rentables quand tu es complètement dans le flou sur la durée de travail que tu vas faire. Donc, être au clair sur le temps que prennent les choses, ça, c'est vraiment un fondamental absolu, quoi. Ok, top, top, top. Du coup, une fois qu'on a cette notion du temps, qu'on l'a un peu compressé autant que possible,
sur quoi on peut jouer à part le prix, si par exemple on a déjà dernièrement augmenté ses prix pour augmenter sa rentabilité ou juste atteindre un nouveau palier de chiffre d'affaires. Ouais. Alors après, oui, là, tout dépend effectivement de la structure du business, hein, parce que tu as augmenté tes prix en prestation de service. Au bout d'un moment, bon, ça va être compliqué d'aller au-delà d'un certain temps. Si tu es allé jusqu'à compresser complètement le temps de travail, peut-être que tu as déjà productisé une partie de ton service, par exemple. Donc, il y a peut-être des vidéos à visionner pour le client, y compris en B2B, hein. C'est très bien d'avoir des supports vidéo pour expliquer des choses aux gens. Tu as peut-être des supports écrits, ça c'est vraiment le niveau où tu vraiment tu vas au max du max pour passer le moins de temps possible en continuant à valoriser tes prix. Au bout d'un moment, je pense que finalement, si tu cherches encore du levier, il faut faire évoluer le business model, tout simplement. Donc tu vas sur des offres où tu fais du one to many, tu vends un truc à plus de monde au même moment, ça forcément, ça fait augmenter le chiffre d'affaires, c'est clair. Et petit à petit, tu trouves de plus en plus, voilà, de solutions comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis en train de faire pivoter Solozen et que je suis passée déjà d'un format bootcamp, on est sur du format collectif, à un format qui me permet d'avoir plus de volume pour, justement passer encore le stade du dessus parce qu'on est capé sur certains produits au bout d'un moment. Donc, il y a un moment, en fait, effectivement, dans le business où pour aller augmenter ta rentabilité, tu n'as plus d'autre choix que de repenser vraiment au niveau, le business model au niveau macro, tu vois. Oui, je confirme. Je confirme, c'est ma problématique du moment avec mon bootcamp masterclass dont tu fais partie, de la première promo. Merci d'ailleurs pour ta confiance. Mhm. Euh, Là, pour l'instant, ça va, j'ai de la marge sur le nombre de places et sur le tarif que je peux appliquer. Et je pense qu'à un certain moment, c'est-à-dire dans 2 ou 3 promos, je devrais peut-être réfléchir au format ou à la délégation, quelque chose comme ça. Mais il y aura des questions de rentabilité, parce que si je délègue une partie du bootcamp, il faut quand même que je paye des gens. L'argent, il va pas se créer par magie, donc il y aura une question que je devrais me poser ici. Et ça fait une excellente transition du coup entre ton bootcamp et ton nouveau produit. Du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, sachant que du coup, pas mal d'auditeurs, une bonne partie en tout cas, sont des coachs, des formateurs, etc. Ils ont quasiment tous des programmes en ligne. Et je pense que ça les intéresse de voir que à partir du moment où tu crées un programme, c'est pas un, comment dire, c'est pas le calme plat où juste tu l'as créé, tu vends, tu vends, tu vends, tu génères du chiffre d'affaires. Oh C'est un là, truc qui tellement pas. vit et Ouais. c'est un truc voilà que tu dois itérer. Donc ça serait intéressant de voir un peu le cheminement. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à faire un pivot? Totalement. En fait, j'ai envie de te dire qu'il y a une partie, je vais me la péter un peu, tu sais, il y a une partie en moi qui est assez visionnaire et donc du coup, je fais jamais aucun choix au hasard. Je me projette assez long terme pour la plupart de mes choix. Et il y a une partie aussi où il y a eu quand même un concours de circonstances. Donc on va reprendre en fait toute l'histoire de Solozen si on veut vraiment comprendre la maturation du produit. Déjà, c'est un produit qui, avant d'avoir été créé, a été vachement testé et itéré sur de l'individuel. Donc, on part vraiment d'une base avec une formule qui a été testée sur plein de gens en individuel. Après, on arrive à une première version du bootcamp. Sur la première version du bootcamp, on était sur un produit à 1500 TTC, je crois. Il y avait 8 personnes. Donc voilà, on était vraiment sur de la bêta. J'ai co-construit avec eux. C'était magique comme expérience. Genre vraiment, tu sais, il y a quelque chose qui se tisse aussi vraiment avec les premiers vrais liens humains. C'est les piliers de la famille, quoi. Ils ont vraiment construit le truc avec moi. Donc moins cher, ils ont construit les modules au fur et à mesure. Enfin, ils ont construit. Ils m'ont donné plein d'idées. Et donc, du coup, le programme s'est fait vraiment au fur et à mesure du bootcamp. La promo 2, c'était le début de la productisation. Le prix a doublé. OK. On était vraiment OK, ça y est, c'est parti, c'est vraiment un produit. Toute la partie théorique a été passée en vidéo et j'ai gardé le même temps avec les coachés, donc le même nombre de séances en collectif. Par contre, on était sur 100% de pratique, du coup, en collectif. Donc, en fait, il y avait 2 fois plus de valeur, ce qui veut dire que c'était normal aussi d'avoir un prix 2 fois plus élevé en termes d'apport. Euh, et et il y a un autre truc aussi ouais, à préciser, effectivement, entre le bootcamp 1 et le bootcamp 2, c'est qu'il y a un outil de structuration de business model que j'avais commencé à faire au tout début au bootcamp 1, qui était un vieux Excel, tu vois, où vraiment c'était un calculateur de rentabilité. Bootcamp 2, je me suis dit, allez, je fais un refresh, je fais un truc tout propre, vraiment. On va faire un joli truc, ça va être cool.
J'ai fait un super tableau. Les coachés étaient trop contents, mais il y avait encore de la complexité technique. Donc en fait, tu vois, déjà, tu as une première version qui est très imparfaite. On bricole, tu vois, avec le groupe, on est vraiment en co-construction de produit. Une version 2, c'est productisé, il y a des bons outils, mais c'est imparfait. Entre la version 2 et la version 3, j'ai amélioré les vidéos. Donc on a amélioré encore le produit. Et je suis sortie d'Excel pour aller créer un outil en no-code sur Glide pour le calculateur de rentabilité. Donc on était déjà à la V3 de l'outil, mais du coup, enfin la V1 en applicatif. Euh, et puis petit à petit, je me suis rendu compte que cet outil, une fois développé en no-code, c'était vraiment une pépite et que ça allait devenir le pilier de mes accompagnements. Parce qu'on est sur du calcul de rentabilité, on est sur du chiffre, du concret, tu vois. Euh, Moi, je suis complètement anti-bullshit. Je fais très, très attention à ça. Je veux surtout pas passer pour une vendeuse de tapis. Je veux que les gens, ils aient conscience qu'en passant les portes de chez Tataflo, ils vont être en face de chiffres, ils vont faire un travail concret. Tu vois, voilà, c'est pas magique. On est vraiment face à la réalité de sa Mm. rentabilité. Donc, cet outil-là, il a commencé vraiment à générer quelque chose chez moi. Et à partir vraiment, donc entre le bootcamp 2 et 3 où je me suis dit, purée, j'ai un outil qui vraiment est bien. Euh, Qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je vais réserver ça du coup à mes clients pour aller augmenter la valeur perçue de mes accompagnements? Est-ce que je me dis que je vais pas essayer d'aller créer un truc plus ambitieux et peut-être d'aller faire du SaaS derrière si vraiment j'ai un truc, tu vois, qualitatif entre les mains? Donc, à partir de ce moment-là, après le bootcamp 2, mon cerveau, il a fusé dans tous les sens. Et je me suis dit, attention, va falloir prioriser en fait les choix d'offres et les choix de programmes. Donc, alors je sais plus où je veux en venir avec tout ça. Je suis en itération, ok, je suis en itération de programme. Donc, on est sur la toute première version applicative. Je me rends compte qu'il y a un succès de malade, mais que l'outil va me limiter. Ce qui veut dire que la promo 3 a profité d'une première version de l'outil. La promo 4 a profité d'une montée en version, c'est-à-dire la solution technique a changé encore. Et petit à petit, là, c'est l'outil qui est en train de faire la qualité de mes accompagnements et qui est en train de créer en fait le petit déclic qui donne envie aux gens de travailler avec moi. Ce qui veut dire, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en fait, je me sens capable aussi d'ouvrir mes méthodes à plus de monde parce que ma présence, elle est de moins en moins indispensable, en fait. Plus la qualité de l'outil, elle est là, bah, plus tu peux te permettre d'accueillir du volume parce que tu es mieux armé pour ça, en fait, et tu as beaucoup moins besoin d'être là en conseil pour les gens. Donc, là où avant, j'avais besoin d'être là en conseil tout le temps, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins besoin de l'être, vu que je fournis des outils de plus en plus qualitatifs. Ce qui a petit à petit ouvert l'idée d'aller générer la transition chez moi, à la fois pour moi, pour être plus rentable sur des programmes qui me permettent d'accueillir plus de monde, parce qu'on est capé hein, sur un bootcamp, il y a du suivi individuel, ça prend un temps Ouais. de malade, hein, un bootcamp en fait. Hein. Donc voilà, mon objectif, moi, c'est d'ouvrir les méthodes de plus en plus et que les gens me voient petit à petit un peu plus comme un support qui transmet des outils et des méthodes de travail, plus que comme quelqu'un qui est là pour eux H24. Tu vois. Parce que je peux être là pour certaines personnes en soutien vraiment efficace, mais ça va être de plus en plus cher, puisque je suis de plus en plus demandée. Ouais. Si on devait résumer, est-ce que là, du coup, le nouveau produit, du coup Solo Profit, Ouais. euh, est construit de manière à être plus scalable pour toi parce que tu mets moins de toi dedans, moins de ton temps, pour pouvoir le redistribuer plutôt en accompagnement individuel et du coup à un prix plus élevé. Ouais, tout à fait. Alors pour moi, c'est beaucoup plus scalable, c'est-à-dire que j'ai vraiment travaillé la qualité du produit sur toute la partie asynchrone pour rendre le truc tout à fait utilisable. Après, je crois pas au 100% asynchrone non plus, donc j'ai gardé du synchrone sur l'accompagnement solo profit. Par contre, c'est pas le même format. Et en fait, c'est là où tout se joue, et c'est ce qui m'a demandé énormément de réflexion, moi, pour augmenter ma scalabilité et ma rentabilité sur ce programme-là. C'est de me dire, OK, si je veux passer à un format vraiment one-to-many et ouvrir les portes, tu vois, pour être plus sur des accompagnements à 12 personnes, mais me dire que demain, je peux avoir des promos de 50, 100 personnes, tu vois. Bah, le but, c'est de se dire, OK, on peut plus travailler en format d'atelier. On peut plus faire exactement du petit groupe, être là pour tous les petits groupes. Donc, on va faire du live avec des questions-réponses en l'organisant bien.
Et donc, du coup, je suis passée sur un format hybride où il y a toute une partie en asynchrone, débloquée. Donc, ça suit bien un rythme. C'est pas un programme evergreen où tu rentres quand tu peux. Il y a vraiment des cohortes avec une ouverture, une fermeture des portes à différents moments de l'année. Ça me force à faire des lancements intenses, mais en même temps, je sais que c'est plus efficace dans tous les cas au niveau de la vente. C'est plus efficace au niveau de la vente parce qu'il y a plus d'intensité. C'est plus gérable pour moi parce que je gère bien les entrées. Et je m'assure surtout d'avoir des groupes homogènes qui suivent le même rythme de progression tout du long. Et du coup, ça rend les choses beaucoup plus gérables en fait pour moi. Donc c'est vraiment un choix d'avoir des cohortes. Par contre, les cohortes, tu peux te dire, ok, bah ils sont 50, ils sont 60, ils sont 70, c'est gérable pour moi. Tu vois. Les lives que je fais avec eux, du coup, ça va être là du question-réponse. Donc on arrive, on fait de l'analyse sur les questions qui vont être posées. On va aller faire de plus en plus d'études de cas, en fait, avec des situations en contexte. Et en fait, ça reste hyper intéressant. Alors, ça veut pas dire que du coup, tu peux faire parler tout le monde, parce qu'évidemment, s'il y a du monde, en fait, c'est pas possible. Tout le monde peut pas passer forcément un live. Mais en fait, tout le monde n'a pas toujours envie de poser des questions dans les formats asynchrones. Il y en a qui apprennent des autres et qui viennent vraiment pour apprendre des autres et qui n'ont pas envie de parler d'eux. Ça, c'est très, très courant. Et surtout, en regardant l'analyse d'un business model qui est pas le tien, t'es ultra inspiré, généralement. Ça, je l'ai vu, si tu veux, déjà dans Solozen, quand je montrais des analyses de business model de telle ou telle personne, bah même machin qui bosse dans le secteur qui a rien à voir, il va regarder le truc, il va faire ah ouais, mais moi aussi, ça pourrait s'appliquer à mon secteur, je pourrais faire tel ou tel truc. Donc en fait, tu peux complètement apprendre et surtout, il faut sortir de ce truc dans le coaching qui m'énerve un peu. Euh, les gens te payent pas pour passer du temps avec toi. Vraiment. Alors, faut vraiment en fait casser cette idée reçue. Tu peux très bien t'occuper d'eux. Tu peux très bien apporter un customer care aux petits oignons sans avoir à passer 10 plombes avec quelqu'un, main dans la main, face cam. Et surtout, c'est pas ce qui le fera avancer plus vite en fait, de passer plus de temps avec lui en suivi. Donc voilà. C'est un enjeu, ça reste un enjeu, tu vois, d'aller construire un programme qui soit à la fois rentable pour toi et super quali pour le client, parce que le but, c'est évidemment d'aller proposer de la qualité. Mais en fait, ça se réfléchit en amont le format. Si vous connaissez bien votre cible, en fait, prenez le temps de la réflexion et vous trouverez vos solutions. Ouais. Je suis d'accord avec toi sur le fait que les gens, ils payent pas pour passer un certain nombre de temps. Que ce soit un coaching privé avec toi ou sur des heures de formation. Je vois encore beaucoup de formateurs et de coachs utiliser comme argument sur leur page de vente, tu vois, dès le début de la page de vente, 20 heures de modules sur tel truc, tel L'enfer. sujet, etc. Ouais, Le client, il est pas là pour avoir le client, il est pas là pour avoir telle heure de coaching, un tel volume de modules à consommer, etc. Il a un problème et je veux le chemin le plus efficace, peu importe comment ça se fait, pour arriver à sa solution. totalement. Ouais, Ouais. totalement. C'est vraiment ça. Mais ça, c'est un des trucs que j'ai le plus de mal à faire comprendre, même à mes clients. Alors, j'ai très peu de coachs et de formateurs dans mes clients. Moi, pour le coup, la plupart sont plutôt des prestats de services d'une manière générale. Mais c'est pareil, en fait, le blocage, il y est aussi. C'est-à-dire, tu vois, dans les métiers du consulting, les gens, ils se sentent obligés de dire, ah bah, on va se voir tant d'heures, il va y avoir tant de trucs. Et tu es obligé de le mettre face à la réalité du client en disant, mais en fait, ton client, ça le gonfle de passer du temps et que tu lui prends du temps. Tu penses que tu augmentes la valeur perçue de ton offre, mais pas du tout. Moins tu vas aller créer de la contrainte chez le client, mieux ce sera. Et on cherche l'efficacité, on cherche pas la quantité de trucs qui va artificiellement gonfler la valeur perçue, parce que c'est vraiment ça. C'est de l'artifice, quoi. Plus tu en mets des tartines, généralement, moins le client il va y trouver son compte. Ouais, c'est exactement ça. Ça me fait penser à l'équation de valeur de Alex Hormozy. Du coup, en dessous dans l'équation, plus tu vas enlever tout ce qui va être contrainte, difficulté, effort, sacrifice, parce que du coup, donner son temps dans un programme, c'est un sacrifice. Donc, en général, plus tu vas enlever ce temps et ces efforts qu'il doit fournir, plus tu vas augmenter la valeur perçue, du coup, de ton offre, parce qu'il va arriver plus vite à son résultat, ou alors plus efficacement à son résultat. Par exemple, quand tu lui donnes des templates pour gagner du temps, euh, des outils qui vont lui permettre de gagner du temps aussi. Par exemple, je sais pas, moi je donne un outil, un rétro-planning pour mettre
toutes tes dates de lancement, tous les emails que tu dois programmer, les dates de masterclass, etc. Et ça te fait gagner potentiellement des heures de réflexion où tu devais Ouais. te creuser la tête. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais pu faire en individuel peut-être ou sur un live, mais au final, c'est pas là où je vais apporter le plus de valeur. Et un template, au final, ça marche. C'est exactement ça. Demandez-vous en fait ce que vous pouvez apporter comme valeur quand vous donnez de votre temps. Faut vraiment se demander où on va être utile. Moi, je sais que quand je donne de mon temps, je suis utile sur l'aspect humain. Parce que ça, c'est un truc que tu peux pas productiser, tu vois. Donc, je donne de mon temps pour aller apporter du soutien quand ça va pas, pour aller redonner de la confiance quand il y a perte de confiance, pour aller vraiment enfin, foutre un coup de boost quand il y a procrastination. C'est sur toute la partie humaine, moi, que je suis le plus utile en intervention. Le reste, je sais que c'est tellement qualitatif sur le fond que fondamentalement, en fait, je pourrais très bien ne pas intervenir. Et d'ailleurs, j'ai une cliente, c'est Laurine Blandin, qui est consultante en restauration, qui m'a dit: «Non, mais le bootcamp, j'ai trop avancé. Mais moi, c'est pas pendant les séances que j'ai le plus avancé, c'est toute la partie asynchrone, en fait. Genre vraiment, j'aurais pu presque être un peu dans mon coin». Elle a actionné tout. Elle a actionné, enfin, elle regardait les vidéos, elle actionnait, elle me posait une question, je débloquais son truc, elle actionnait. Et en fait, donc du coup, tu le vois que c'est pas forcément le présentiel qui va tout changer. Le présentiel et le temps passé, pour moi, il est là pour donner de l'élan et vraiment pour la partie humaine, en fait. Ouais, exactement. D'ailleurs, petite anecdote, c'est marrant, le monde est petit parce que je crois que Laurine, je l'ai prospecté peut-être il y a 1 an. Je me souviens, je testais une méthode de prospection. Et le monde est encore plus petit parce que du coup, il y a Bérangère qui a intégré ton bootcamp que j'avais Mmh. interviewé sur le podcast. D'ailleurs, on vous mettra peut-être le lien en description. Bérangère avait lancé justement un petit produit, ses anti-sèches LinkedIn. Et du coup, je l'avais Mmh. interviewé à ce sujet-là. Yes. Oui, Bérengère, qui est top, qui est un vrai amour. En fait, c'est ça, voilà, c'est le temps que tu passes moi, le temps que je passe pour les bootcampers, je le sens pas passer. Parce que j'ai envie, en fait, fondamentalement. Et ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Vous aurez l'impression d'être rentable. Si vous avez envie de donner à vos clients, que ça vous fait plaisir, que vous êtes vraiment animé par ça, vous n'aurez pas l'impression de faire un sacrifice de votre temps. C'est, moi, quand je pars courir, je pense à eux, je me dis: «Ah tiens, il faut que j'envoie tel truc pour elle. J'ai oublié de lui dire, mais ça peut être trop bien». Enfin, je suis impliquée, ça me plaît vraiment. Et quand on est là, bah, c'est plutôt bon signe, tu vois? Je pense Ouais, que c'est plutôt bon signe, ouais. ouais, exactement. C'est ce que je ressens aussi sur le bootcamp. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis autant d'individuels aussi. Bon, euh, on peut en reparler parce que du coup, c'est aussi entre guillemets, c'est pas le bon mot peut-être, un problème. Parce que par exemple, dans mon format de bootcamp, j'ai de l'individualisation au niveau des corrections chaque semaine que je fais et j'y passe pas mal de temps. Au niveau des questions-réponses qu'on va faire juste dans le chat, dans la communauté. Et après, actuellement, au moment où on enregistre ce podcast, j'ai une formule mentorat où tu peux avoir aussi 2 heures de suivi individuel avec moi. Mais rien que la partie correction, déjà, j'ai fait un calcul de rentabilité. C'est ça qui m'empêche d'être vraiment scalable parce qu'on est presque à un programme one-one. Mmh. Ouais, tout à fait. Mais ça, je m'en suis rendu compte. Bah, moi, pour avoir été ta cliente, hein, je m'étais dit: «Mais c'est un ouf, il passe beaucoup trop de temps». Il passe beaucoup trop de temps. Alors, il y a, tu vois, dans les retours personnalisés, il y a une première étape de scalabilité, c'est d'essayer justement d'être en one to many dans les retours. Quand le client est d'accord, d'aller absolument partager les différents retours que tu fais à une personne au groupe plutôt que d'envoyer en privé. Et au plus tu mets en public ce type de réponse aux questions, plus tu fais progresser le reste du groupe et donc du coup, tu vas diminuer le besoin de faire plein de retours individuels. Parce que moi, il y a eu plein de fois, et ça d'ailleurs, je me suis fait piéger au tout début sur les promos du bootcamp. Je voulais absolument être là pour tout le monde et donc j'envoyais plein de messages privés. Je disais: «Ouais, non, mais alors, tu es où, machin?» Et donc du coup, au lieu, d'encourager à discuter dans les canaux, il y a tout le monde pour que tout le monde s'enrichisse les uns les autres et de faire fonctionner l'intelligence collective, et ben j'avais, 8 fois la même discussion, tu sais? Donc là, tu te rends compte que c'est un peu débile du coup, parce qu'en plus, c'est souvent les mêmes trucs, tu vois, qui reviennent. Et essayer vraiment, ouais, là, c'est du process, hein. D'ailleurs, là, il y a une énorme partie de la rentabilité qui réside dans les process, quand on est dans l'accompagnement. Comment est-ce que, tu éduques le groupe pour s'aider lui-même? Comment est-ce que tu fais fonctionner l'intelligence collective plutôt que l'intelligence one one? Ça clairement, ça joue. Ça, c'est évident. Ouais.
Là, tu m'as donné une super idée pour le bootcamp. C'est vrai que j'avais pas pensé à partager du coup les corrections à tout le monde. Je vais rajouter ça du coup dans le formulaire de demande de correction. C'est vrai que ça peut profiter à tout le monde et ça peut diminuer du coup les questions que je vais recevoir et qui sont parfois peut-être redondantes et sur lesquelles je vais passer 45 minutes deux fois, trois fois. Donc Tout à merci. fait. Ouais. Je me fais coacher en direct sur le podcast. Ouais, tout à fait. Mais en fait, on se rend pas compte, tu vois, c'est un tout petit truc, hein. Il y a les gens qui nous écoutent, ça se trouve, ils se disent, bah, ils sont cons, c'est évident. Mais en fait, t'y penses pas. Quand t'es dedans, t'as tellement le réflexe de parler à chaque fois, à chaque personne, t'as tellement envie de prendre soin des gens et t'as tellement pas envie de les expédier que, tu vois, c'est compliqué d'aller aussi placer le cadre qu'il faut pour que ça fonctionne de cette manière-là. Et en fait, moi, j'ai progressé à chaque promo, hein. Je veux dire, là, la promo 4, je leur ai dit, voilà, toutes les questions, c'est dans ce channel-là. Je veux que les uns les autres voient les questions, en fait, des uns des autres. Donc, ce qui passera en privé, c'est ce qui n'a pas envie d'être étalé sur la place publique. Autrement dit, Flo, ça va pas, j'ai des doutes en ce moment, je suis pas bien. Là, on est dans, tu vois, le soutien pur et dur, très personnel. Ok, ça c'est différent. Par contre, qu'est-ce que tu penses de mon offre? À ton avis, je devrais pricer ça combien? Qu'est-ce que tu penses de ma page de vente? Ça va dans les channels publics, tu vois. Tout le monde peut s'enrichir de ce type de réflexion. Ouais, exactement. Ouais, il y a une autre piste aussi auquel j'ai réfléchi et que je suis en train de mettre en place, c'est que certaines des corrections où je n'ai pas une maîtrise pointue de la compétence, notamment le copywriting, je vais déléguer ça. Donc je suis en train de recruter un copywriter qui va pouvoir faire les corrections d'emails, tu vois, tous tes emails de masterclass, ta page de vente, qui est l'impact du copywriting est largement supérieur à tous les autres retours que je peux te faire. Je me considère pas comme un expert absolu de copywriting, donc je préfère faire intervenir un copywriter et du coup ça peut aussi m'aider du coup à être moins dans le bootcamp, tu vois, sur la partie plus comment dire du coup Mm, mm. compétences quoi. Mais totalement. Ça, je l'ai fait de plus en plus aussi. Faire intervenir des personnes externes. À chaque fois, les gens kiffent, en plus, tu vois. Donc, il y a dans la correction, effectivement, de déléguer, mais même faire intervenir, tu vois, sur des prêts, des autres intervenants, ça ramène un peu de sang neuf pour pas qu'on voit que ta gueule, tu vois, tout au long du parcours, c'est bien aussi. Et puis, c'est important aussi d'aller reconnaître vraiment son incompétence sur certains sujets plutôt que de se dire, ah, faut que je progresse là-dessus. Faut se demander, enfin, vraiment, faut choisir ses batailles à un moment donné. On peut pas progresser sur tous les sujets. Bon, souvent, c'est mes coachés qui me donnent des idées, hein. On me pose une question, je me dis, oula, ouais, alors là, je n'en sais rien du tout. Qui pourrait donc répondre à cette question? Et du coup, je trouve mes intervenants comme ça, tu vois. Ce qui fait que maintenant, je fais intervenir Kim, qui est une DAF externalisée et qui répond à toutes les questions gestion, finance d'entreprise, fiscalité, tous les trucs sur lesquels moi je suis une bille. En fait, c'est pas du tout mon métier. Donc du coup, je suis très soulagée, tu vois, de l'avoir elle pour aller répondre à des trucs beaucoup plus techniques sur la partie vraiment légale, sur la compta. Et moi, en plus, j'ai pas envie de progresser là-dessus, tu vois. Ça m'ennuie fondamentalement. J'aime la Ouais. stratégie. Donc Mm. voilà. Moi je te rejoins là-dessus justement. Du coup, je suis d'accord sur le fait qu'il faut identifier ce sur quoi on est bon ou pas. Et moi, ma compétence, elle va plutôt résider dans le fait d'être un peu le chef d'orchestre de la stratégie, un stratège de masterclass, de lancement. Je vais pouvoir te dire sur quoi tu vas pouvoir jouer pour vendre ton programme en ligne. Mais par contre, je suis un moins bon technicien pointu dans une compétence particulière, notamment le copywriting. Même si, du coup, je suis quand même meilleur que mes clients. Ça, j'en suis certain. Mais du coup, je veux tellement que les membres du bootcamp performent que je veux c'est un maître du copywriting pour ça, par exemple. Ouais. Alors ça, moi, j'ai trouvé une parade incroyable. Ça va aussi avec ma vision long terme, c'est-à-dire que Solozen, petit à petit, il y avait un projet tellement humain derrière que je me suis dit, alors au-delà du bootcamp, ça va être une communauté d'experts. Et du coup, avant d'aller recruter chaque promo, j'ai vraiment insisté sur la pluridisciplinarité et je me suis démerdée pour que mes clients, enfin que dans mes clients, il y ait des experts emailing, des copywriters, donc en fait, il y a un énorme pool de compétences, ils se répondent entre eux aussi. Et ça, c'est vraiment royal. C'est-à-dire quand c'est ben, ton client qui aide les autres clients quand tu es dans le collectif, c'est trop bien, forcément.
Donc voilà, petite, petite astuce pour les gens qui nous écoutent. Ça, par contre, ça demande forcément du travail parce que ça veut dire que du coup, ben, tu mets beaucoup plus de sélection à l'entrée, qu'il va falloir être un peu plus malin aussi sur les stratégies, qu'il va falloir aller prospecter parce qu'il faut aller les chercher, les profils qui t'intéressent. Mais n'empêche, comme ça, j'ai réussi à faire rentrer bah, des profils qui aident énormément la communauté, tu vois, à l'intérieur. Ça, c'est clair. Ok, très clair. Bah, du coup, question comme ça, c'est très intelligent. Mais du coup, là, tout de suite, ça me fait penser, c'est dur, du coup. Comment tu fais Oui. pour... Imaginons, moi, par exemple, je veux telle compétence. Bah, c'est dur déjà d'aller chercher, tu vois. Et c'est quoi ta technique pour aller chercher ces gens-là et faire en sorte qu'ils s'inscrivent? Bah, c'est The Voice. Je te veux dans mon équipe. Non, mais c'est vraiment ça. En fait, il y a vraiment le... Sache qu'un profil que tu vas chercher pour lui et pour sa compétence, il se sent désiré et déjà, quand même, ça facilite vachement le lien. C'est clair. Après, il y a des profils que j'ai attirés en disant clairement dans mes posts de vente de bootcamp, pour cette promo, j'adorerais avoir tel profil, tel profil, tel profil, et c'est des noms de métiers. Et les gens, ils lisent leur métier, ils disent, ah bon, pourquoi? Alors, ils sont curieux. Et donc, du coup, ils commentent, et paf, ils sont dans mes filets. Et alors ça, du coup, c'est une stratégie vraiment que j'ai assumée au fil de mes lancements, d'aller dire, voilà, moi, je veux construire, de plus en plus, tu vois, je le dis, je veux construire une communauté d'experts. C'est mon projet long terme. Une fois on aura atteint la taille critique au sein de Solozen, bah, Solozen va rester, tu vois, un petit cercle, et puis je ferai évoluer aussi le business model, donc ce sera plus un bootcamp, ce sera autre chose. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, hein, je suis à peu près là, tu vois. Mais j'ai toujours eu en tête l'idée d'aller créer vraiment des échanges avec un pool de compétences, quoi, vraiment. Ok, super intéressant. Donc, t'es en train de créer aussi un... J'imagine que t'as un groupe alumni, là, avec plein d'experts, quoi. Ouais. Et ça, c'est vraiment stylé, parce que moi, j'apprends tout le temps aussi. Enfin, si tu veux, dans le lot, on discute beaucoup, la communauté est très active sur Discord. C'est ça aussi Enfin, je pense que moi, ce qui a fait le secret de ma formule, c'est vraiment toute la partie humaine, hein. Fédérer, c'est mon truc. Et donc, du coup, le Discord, il est vraiment actif. Enfin, il est vraiment actif, mais enfin, ceux de la promo 1, ils sont encore là. Et d'ailleurs, ils ont été upsellés sur d'autres trucs, tu vois. Mais ils sont encore là, c'est les plus chauds, c'est ceux qui rigolent le plus, ceux qui partagent le plus. On a construit tellement de choses ensemble que du coup, enfin, c'est vraiment un groupe, quoi. C'est pas juste un accompagnement qui s'arrête à 3 mois. Ok, trop stylé. Par curiosité, là, du coup, t'as lancé combien de cohortes de Solo Zen avant de 4. pivoter? 4. 4, ouais. Et j'ai commencé à entamer la réflexion avant la promo 3 de Solo Z. Mais tu sais, vu que mes bootcamps, ils durent 3 mois, en fait, les cycles de réflexion, ils sont maxi longs. Et surtout, avant de me dire que vraiment l'idée était suffisamment aboutie pour un autre programme qui soit scalable, qui soit quali, qui soit... Enfin, tu vois, j'ai pris mon temps, vraiment, pour aller vraiment peaufiner le truc au maximum. Donc, je me suis laissé 4 promos de 3 mois, sachant que je faisais que 2 bootcamps par an, tu vois. Parce que sinon, ça me crève. Enfin, j'ai besoin de périodes de récup entre chaque, tu vois. Surtout que le bootcamp, bah, t'as une période où tu le fais, une période où tu vends, et parfois ça se chevauche. Donc, bon, faut se reposer aussi à un moment. Mais donc, du coup, voilà, j'aurais attendu 4 promos avant d'aller lancer mon produit suivant. Mais en attendant, j'ai fait pas mal évoluer le bootcamp. C'est-à-dire que le produit en lui-même, avant de se transformer complètement, a beaucoup évolué. Entre la promo 4 et la promo 1, c'est le jour et la nuit, quoi. Ouais, ouais. Ça, c'est cool d'avoir ce retour d'expérience-là, parce que c'est un truc que je veux rappeler à mes clients et puis même à vous, chers auditeurs. C'est quand tu lances ton programme en ligne, ne sois pas impatient. Ne te dis pas, voilà, j'essaie de faire un lancement et ça fonctionne pas, et je laisse tomber l'idée. Procède par itération, relance une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Mm. Et c'est peut-être au bout de la troisième fois, quatrième fois que tu vas obtenir quelque chose qui commence à fonctionner. Donc Tellement. prends le temps. Ouais. Moi, j'ai failli jamais lancer Solozen aussi, hein, par dépit aussi. Parce que mon premier lancement a été un échec total. J'avais mis zéro chance de mon côté, tu me diras, mais échec fracassant. Après, j'ai réfléchi. Après, je suis passée à ça de l'échec fracassant. Et j'ai rempli ma première promo, mais genre à la sueur. Enfin, je suis allée les chercher, mais à la fourche, quoi, les 8 premiers. Donc, lâchez rien aussi, parce qu'un lancement, moi, je trouve qu'on sous-estime vachement la difficulté. C'est à force en fait de faire étalage de la facilité de plein de trucs, les gens s'imaginent que c'est hyper facile de faire du collectif. Non, franchement, les premiers, c'est dur. Si vous êtes en transition entre l'individuel et le collectif,
c'est un délire, hein. Enfin, il y a quand même tout un cap à aller passer. Après, une fois que tu es à la promo 1, tu as les premiers retours et donc déjà, ça change tout en termes de preuve sociale. Il y a les recommandations qui commencent à jouer. Enfin, c'est plus zen, ça c'est clair. Mais bon, malgré tout, si tu augmentes le nombre de participants à chaque fois, bon, bah voilà. L'effort de vente, voilà, il est pas simple, donc ça demande quand même un peu de strat. Ouais, exactement. Donc, c'est quoi, là, quand tu as fait tes 4 lancements à chaque fois, c'est quoi une action que tu recommanderais, auquel on pense pas forcément et qui a payé? Ouais, alors une action qui m'a aidée, c'était de finir. Alors, chaque bootcamp, je le finis par effectivement un questionnaire de feedback. Et, euh, et donc, tu demandes toujours, voilà, sur une échelle, par exemple, de 1 à 10, à combien est-ce que tu me recommanderais quelqu'un de ton entourage? Et j'ai rajouté une question à un moment qui était vachement utile. C'était, et est-ce que tu as des noms de personnes qui pourraient être intéressées pour la prochaine promo, tu vois, et que tu pourrais me conseiller d'aller contacter de ta part, par exemple. Alors ça, c'est tout con, tu vois. Mais les gens souvent sont ravis, ils disent ah oui, ah non, mais je vais lui parler de toi d'ailleurs parce qu'en fait ça va matcher. Et ben si chaque personne te donne deux, trois noms et que tu as 12 clients, ça va vite, hein, tu vois. Donc ça déjà, c'est un truc, moi au bout d'un moment, j'ai fait levier sur la recommandation, énormément. Et c'est un levier d'autant plus intéressant que je n'ai jamais refilé le moindre euro d'affiliation à quiconque. C'est-à-dire que les gens qui m'ont recommandé, c'était 100% de bon cœur, parce qu'ils étaient trop contents, parce qu'ils avaient envie de me rendre service. Et de toute façon, ils savent aussi que moi, je les recommande à plein de monde et que je leur envoie du business pour pas un rond non plus. Donc en fait, ça marche dans les deux sens, tu vois. Mais je trouve que sur ce type de programme, un business où la confiance du marché commence à être perdue, où on a de moins en moins confiance en les recommandations, commencer par faire zéro affi, c'est pas si déconnant que ça. En fait, c'est un choix que j'ai fait, donc moi aussi qui va avec vraiment une stratégie de durabilité sur le long terme, qui va avec ma cible aussi, tu vois, qui a besoin d'être rassurée sur le fait qu'elle va pas se faire arnaquer, tu vois. On n'est pas sur un programme business de charlatan. Mais la recommandation, c'est important. Donc il faut vous faire recommander et il faut que ce soit crédible. Voilà. Ouais, c'est, une très bonne remarque et très bonne question que tu nous as partagée, du coup. C'est quelqu'un m'avait aussi recommandé de poser cette question-là, du coup, à tous les membres de mon bootcamp. En Mm. gros, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait profiter de l'expertise ou du programme du bootcamp? Ouais. Ouais, ouais, ah, mais moi, je te recommande à plein de monde depuis. Enfin, tu vois, pendant que j'étais dans le bootcamp, je me suis dit, ah là là, telle personne, il faudrait qu'elle fasse ça, en fait. Telle personne. Et donc, du coup, alors, j'ai envoyé pendant. C'est peut-être des gens qui reviendront, pardon, vers toi plus tard. Mais en tout cas, l'idée est là, tu vois, et le top of mind, il est créé là-dessus, chez eux, chez mes clients. Et de toute façon, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, moi aussi, c'est d'aller envoyer mes clients vers d'autres personnes sur des zones où je suis imparfaite. Enfin, j'ai plus de compétences qu'eux sur le sujet, mais certainement pas autant que toi. Tu vois, ça c'est certain. Donc voilà, il faut choisir ses batailles encore une fois. Merci beaucoup pour ta reco. Du coup, toi, tu me dis que c'est la recommandation qui a le plus payé. Tu nous disais que tu avais eu du mal à lancer ton premier groupe lors Mhm. du premier lancement de SoloZen. Du coup, tu pouvais pas compter sur des recommandations. À ce Ouais. moment-là, qu'est-ce que tu as fait pour aller chercher tes premiers membres? Waouh, franchement, les premiers, si je dois être bien honnête, c'était il y a longtemps, donc il faut que je me remette dedans. Je pense que je les ai eus à la prospection, mais quasiment 90% des participants, je les ai eus à la prospection parce que franchement, faire de l'inbound enfin, sur un produit qui a pas fait ses preuves, c'est dur, hein. Les gens, ils vont cliquer, ils vont voir, ils vont dire ouais, mais c'est nouveau. Et en fait, et potentiellement, vous avez même pas tant de retours que ça en individuel, donc vous pouvez pas non plus faire valoir une preuve sociale immense. C'est mieux d'aller prospecter et d'aller créer la confiance petit à petit. Et en fait, plus vous y prenez tôt pour aller tisser une relation de long terme, plus vous allez teaser votre truc et dire, ah, au fait, je prépare un truc. Est-ce que tu vas être tenu au courant au moment où ça sort? Là, vraiment, vous avez des chances d'y arriver. Mais du coup, vous précipitez pas, en fait, hein, pour les lancements en collectif, parce qu'en fait, la plupart des gens, ils se cassent les dents parce qu'ils y vont trop tôt et sans stratégie. Mais franchement, ça se prépare. C'est clairement le chiffre le plus dur. C'est beaucoup plus dur de passer de l'individuel au collectif que de passer du bootcamp à une formule un peu plus asynchrone, très clairement. Pourtant, j'en ai chié, hein, là. Enfin, c'est-à-dire que ce lancement-là que je suis en train de préparer pour Solo Profit, il a été dur, il m'a demandé beaucoup de travail.
Mais fondamentalement, je gagne déjà bien ma vie, je suis déjà rentable et en fait, même si ce produit, il a moins de succès que prévu, c'est pas très grave, tu vois? Parce que j'ai déjà l'existant qui fonctionne bien. Ouais. Ouais, je confirme que passer du one-one au one-to-many, c'est compliqué, c'est dur, surtout sur une première promo et surtout si tu as Totalement. peu de preuves sociales. Euh, Moi, j'aimerais revenir quand même à la prospection parce que c'est quelque chose que je fais pas beaucoup et je sais que mes auditeurs, bah, c'est pareil, ils le font pas beaucoup. C'est quelque chose qui fait peur généralement. Qu'est-ce que tu conseillerais comme première approche dans le cas où tu es en train de créer un truc ou relancer un deuxième groupe, par exemple, comme premier message? Alors, comme tout premier message, envoyez un truc qui vous ressemble, absolument. Du coup, moi qui suis, assez, j'allais dire dévergondée, c'est peut-être pas le mot, mais enfin décomplexée, on va dire, tu vois? J'aime beaucoup déconner avec les gens. Bah, souvent mon premier message, ça va être une blague. Parce que, ça va avec ma personnalité, que j'ai besoin de me marrer dans mon travail, c'est hyper important et donc du coup, je sais que si la blague, elle passe pas, il y a peu de chances que de toute façon, la relation, elle donne quelque chose. Donc ressemblez-vous au premier message, parce que si vous n'êtes pas vous-même, vous allez être piégé. Tu sais, c'est comme quand on fait semblant d'être monsieur ou madame parfaite en début de relation, tu sais, quand tu rencontres un date. Attention à pas se piéger, dans l'image de la perfection parce que vous allez devoir la tenir après cette image. Donc vraiment, au plus tôt vous êtes vous-même, mieux ça vaut, parce que vous allez vraiment attirer les bonnes personnes à vous. Voilà, tout premier message, généralement, je vous conseille pas de faire la prospection de masse, ça marche plus bien, les gens ils sont sursollicités. Si vous voulez aller chercher vraiment vos participants là-dessus au laser, personnalisez. Allez voir le profil de la personne, dites-lui pourquoi vous venez la voir elle et pas quelqu'un d'autre. Moi, ce que j'ai eu comme ça, c'était vraiment sur un mot précis, tu vois. C'était ah tiens, t'as parlé de ça dans ton poste, ça me parle énormément. Je suis très d'accord sur ce sujet. Franchement, il faudrait qu'on se rencontre parce que voilà, je pense que j'ai quelque chose à te proposer qui peut vraiment t'intéresser. Voilà, je sais pas si c'est un peu Ouais. flou, mais c'est vrai, la Euh, prospection, c'est pas là-dessus que j'aide le mieux, moi. ouais, bah disons là, imaginons que on se connaissait pas OK, et que demain tu devais, imaginons que le bootcamp sur Lausanne il existe encore, ok, ouais. et que tu devais me prospecter moi. Qu'est-ce que tu me Mmh. dirais au premier message? Le bootcamp sur le zen existe encore. Je te dirais quoi, premier message? Ouais, Alors, je t'accrocherai sur un post où, tu dis que, tu as beaucoup de travail en ce moment et que, tu sais plus où donner de la tête et tu demandes des conseils. Généralement, en fait, c'est souvent comme ça que je les accroche d'ailleurs. Il y en a pas alors il y a des fois, ça donne rien. Par contre, il y a des gens que j'ai eus comme ça, tu vois, en clientèle, peut-être même un an après la première approche. Tu vois, ils postent, ils disent qu'ils en peuvent plus, c'est des partages assez personnels, ils disent qu'ils sont fatigués, que l'entrepreneuriat, c'est dur et tout. Moi, c'est là, hein, tu vois, que généralement, je vais intervenir parce que je vais leur dire: «Voilà, j'ai lu ton post, il m'a touché. D'ailleurs, j'ai commenté, je sais pas si tu as vu. Sache que voilà, moi, j'ai l'habitude de ce type de situation. Si à l'occasion, tu as envie, de prendre un café visio, tu vois, pour aller échanger sur tes sujets, bah, vraiment, ce serait avec plaisir». Et en fait, on est dans une approche du don, d'abord. Avant de dire, tu vois: «Achète mon truc», c'est voilà, «Moi, j'ai ce truc-là qui peut t'aider et si tu veux, je te le propose». C'est ok, 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 déjà ça m'aide pas mal et je pense les auditeurs aussi, merci. mmh, Parce que moi je m'étais dit, bah première approche, hop, je lui dis ça et directement je lui dis, tu serais ok pour en discuter, tu vois, mais pas en mode café visio. Je pense que mon approche aurait été un peu plus commerciale. ouais. Bah, je te dis, en fait, chacun sa vision. Toi, par exemple, bon, ta proposition de valeur, c'est, d'aller réussir un lancement. Pour moi, enfin, c'est vraiment, c'est, réussis ton lancement. Arrête de te casser les dents, tu vois? Il peut y avoir un intérêt à rebondir sur quelqu'un qui partage, pardon, qui partage l'échec d'un lancement précédent, par exemple. Et ça, il y en a beaucoup. Alors sur LinkedIn, il y a beaucoup de building public. Mon lancement a été un échec, voici pourquoi. Et puis parfois, tu vas te dire, ah merde, il fait pas une bonne analyse de la situation en plus. Donc, je vais commenter, je vais apporter de la précision dans mon commentaire. Attention à pas lui foutre la honte, tu vois, à la personne en disant tu fais n'importe comment, mais juste tu apportes ton regard d'expert sur la situation
Il dit: «Voilà, je pense qu'il y a aussi, une petite chose, que tu mentionnes pas ici, qui selon moi est quand même vraiment importante. Est-ce que, tu as une base mail bien segmentée? Parce que je vois par exemple que tu es sur Substack. Substack, c'est compliqué pour gérer les lancements». Et là donc déjà tu peux générer un premier échange en commentaire et c'est ce que je vous recommande d'ailleurs, hein. Avant de passer en message privé, investissez l'espace commentaire. L'espace commentaire pour moi, c'est le meilleur ice breaking de la prospection. Par contre, mettez pas trop de temps avant de passer de l'espace commentaire au message privé, parce qu'il faut que la personne fasse le lien, en fait. Mais oui, ça c'est très bien. Alors après, c'est vrai que ça demande d'écumer un peu son feed parfois et c'est pour ça, moi, il y a des périodes de lancement où je pétais un peu un câble parce que tu es obligé d'aller sur ton feed à la recherche d'une pépite, sachant que moi, en plus, je cherchais des profils, tu vois, pour, aller construire mon pool d'expertise sur Soloden. C'est compliqué. Faut nettoyer son feed dans ces moments-là, tu vois? Parce que du coup, Mmh. tu es exposé à tout un tas de contenus qui t'intéressent pas du tout. Ça, c'est la base, des réseaux sociaux, malheureusement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je comprends. Et après, s'il y a des mots-clés, je crois que tu peux quand même trouver des posts par mots-clés grâce à la barre de recherche sur LinkedIn. Ouais, bon alors c'est pas forcément évident. Du coup, moi quand je recherche des profils en particulier, je cherche carrément le métier dans la barre de recherche, tu vois? Et puis je regarde un peu effectivement ce qui peut retomber. Mais ouais, pas toujours facile, ça c'est vrai. Mm. Ah, il y Ok, a un truc très que bien. j'ai beaucoup fait aussi, c'était ah purée, tu m'as posé la question en plus. Comment tu fais pour attirer certains profils à toi? Eh ben, il faut déjà commencer par les ajouter et ça je l'ai fait plusieurs fois. Tu demandes à ton audience 1 de te conseiller des bons profils sur des sujets d'expertise particuliers. Alors ça, c'est incroyable parce que du coup, tu vas avoir plein de suggestions de gens que tu connais pas. Hem, donc faut être précis, hein, tu vois? Voilà, j'ai envie, et en plus, tu es sincère dans la démarche. Tu dis: «Voilà, j'ai envie d'agrandir mon réseau, avec, des expertises sur lesquelles j'ai besoin de progresser. Est-ce que vous auriez tel profil, tel profil, qui publie du contenu expert intéressant à me recommander?» Et le réseau fait le taf pour toi. Alors ça, c'est intéressant à faire. Ok, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. En plus, c'est un poste qui a pas mal d'engagement. Donc, indirectement, ça augmente ta visibilité aussi. Aussi, ouais, c'est vrai. Ouais. Ok, très clair. Bah, merci beaucoup. Je pense qu'on a pas mal échangé déjà sur pas mal de choses. Je vois que le temps avance et du coup, on veut pas vous faire un épisode trop long non plus. Si je devais faire un récap de cet épisode, voici ce que j'en retiens de mon côté et n'hésite pas à me dire si tu veux ajouter des trucs. 1, si jamais vous voulez réfléchir à votre rentabilité en tant que solopreneur, allez déjà mesurer votre temps. Et après, une fois que vous l'avez optimisé, la deuxième piste, c'est l'augmentation du prix. Et après, le format, en gros, le business model. Ouais. Putain, c'est bien résumé, hein, tu vois? Comme on aurait presque pu s'arrêter là et dire: «Terminé, bonsoir», tu vois? Ouais, ouais. Ouais, ouais, très bien résumé. Ensuite, si vous avez un produit, du coup, si vous avez un programme en ligne, un coaching, une formation, etc., et que vous avez déjà fait peut-être 1 ou 2 itérations, mais que c'est toujours pas assez scalable pour vous. Dans mon cas, par exemple, ce n'est pas scalable parce que plus j'ai de demandes, plus ça me coûte en temps et en argent. Dans ce cas, essayez d'itérer pour essayer de vous sortir et d'essayer de productiser un peu plus en rajoutant des outils comme Florian l'a fait, comme bah, l'outil que tu as développé pour calculer, je pense, sa rentabilité et trouver des idées de business model à lancer. Tu m'as donné un petit aperçu de l'outil d'ailleurs, c'était très, très stylé. Ouais, il est stylé cet outil. Ouais. Ensuite, je sais que du coup je suis expert masterclass et que du coup je vais beaucoup partager stratégie de lancement en masterclass, mais j'essaye de plus en plus de dire à mes clients de ne pas être dans l'attente, de juste se dire bah voilà, tu fais ta masterclass, tu fais tes emails et t'attends, ça va tomber tout seul. Non. Tu vas regarder les gens qui vont liker tes posts, qui vont commenter tes posts, les gens qui cliquent tes emails, etc. Tu vas les mettre dans un CRM et tu vas leur parler. Sois pas dans l'attente que les ventes ou les rendez-vous tombent tout seuls. Et là, du coup, on a vu une super technique de prospection de Florian, d'aller identifier des gens qui seraient un fit parfait pour votre programme et leur envoyer un message sincère pour avoir un café visio. Ouais, complètement. En fait, intéressez-vous vraiment aux gens. En prospection, la prospection, c'est de l'humain avant d'être du commercial et quelqu'un, si tu vas vers lui, il a besoin de comprendre pourquoi tu viens vers lui et avant de se sentir sollicité, il doit sentir, qu'il t'intéresse vraiment.
Donc voilà, mais ça c'est la base des relations humaines. En fait, il faut revenir aux bases des relations humaines. De toute façon, en business, à la fois pour le succès d'une stratégie commerciale et le succès d'un produit quand vous êtes en deliver, c'est l'humain. Je sais que ça fait bateau de dire ça, que c'est du vu et revu, mais en fait, on l'oublie à force. Et tout est une question de qualité relationnelle pour aller construire vraiment quelque chose qui fonctionne sur du durable. Mm. Très bon conseil, encore une fois. Merci beaucoup, Floriane. Dernière question. Si demain, on t'offre 1 minute d'audience télé juste avant Qui veut être mon associé pour donner un conseil précieux à des solopreneurs, tu leur dirais quoi? Je leur dirais, je leur dirais, tu peux t'inspirer, mais ne te laisse jamais intimider. Tu peux respecter, mais évite d'admirer. Parce qu'en fait, je pense que c'est ce qui détourne le plus de ton propre chemin, d'aller constamment chercher des modèles de référence externes, de voir constamment ce qui se fait ailleurs, de trouver toujours que chez les autres, c'est mieux. Et ça crée énormément de frustration. Et en fait, je me rends compte que ce qui ralentit le plus un solopreneur, c'est les frustrations. C'est pourquoi les autres, ils y arrivent et pas moi. Qu'est-ce que j'ai pas encore trouvé comme solution miracle? Quel code j'ai pas encore craqué? Il y a pas de code à craquer. Concentre-toi sur toi. Arrête de regarder les autres. Et si tu veux regarder les autres, juste sache que tu vois que la partie émergée de l'iceberg, mais c'est souvent beaucoup moins impressionnant que ce que tu crois. Voilà, je sais pas si... Très bien. Alors, on arrive sur une fin très pragmatique du coup, mais voilà. Mais très bien, très très bien. Et je me reconnais tout à fait là-dedans, hein. Franchement, des fois, je suis encore dans les modèles de comparaison. Enfin, on dit inspiration, mais souvent c'est de la comparaison un peu Ouais, détournée. Et je suis d'accord, c'est ce qui va nous freiner. Donc moi, généralement, quand j'arrive à conscientiser ça, si c'est un verbe qui existe, je me dis, il faut que je me désabonne de ces gens-là. Il faut plus que je vois ce qu'ils font. Il faut que je me ouais, concentre sur ce que moi je fais. Et surtout, s'il y a un conseil que je peux rajouter, c'est si tu veux si tu veux te dépasser, en fait, c'est pas dans des nouveaux trucs ou des trucs supplémentaires que tu peux faire, mais dans le truc qui fonctionne déjà et que tu peux mieux faire. oui, complètement. Ouais, ouais, complètement. En fait, c'est vraiment important hein, parce que quand tu es solo et que tu vas te comparer à Steve Jobs, il y a déjà un gros problème, si tu veux, il y a déjà un gros problème d'échelle. Et se concentrer sur ce qu'on sait faire, l'amélioration de l'existant, la consolidation. Désolée, du coup, on rallonge un peu, mais en fait, c'est vraiment un sujet important et je voulais quand même aller compléter là-dessus parce que, tu vois, tu disais que les gens sont pressés parfois pour aller d'une version à l'autre, changent tout le temps. Mais en fait, il y a des étapes avant d'aller là. Il y a des étapes. Séquencer le travail, c'est intéressant pour monter en gamme de manière intelligente, pour pas se cramer les ailes. Et donc voilà, concentrez-vous sur votre route. C'est vraiment comme ça qu'on est le plus efficace, c'est clair. Merci beaucoup, Florian. C'était un plaisir de te recevoir sur le podcast. Si jamais on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut aller? Sur LinkedIn, en grande partie. Donc voilà, LinkedIn, profil Floriane Bobet, on mettra mon lien en barre d'infos. Alors je ne suis pas du tout sur Instagram pour l'instant, mais j'y réfléchis. Avant, je pouvais aller vous inscrire à ma newsletter. Pour le coup, je partage beaucoup, beaucoup de contenu mail. Et cette année, mon gros enjeu, c'est justement d'aller améliorer encore le contenu mailing. Je suis dessus, je prépare plein, plein de belles choses. Trop bien. Et pour avoir vu les emails de Florian, allez-y, ils sont de qualité. Merci. On vous mettra tous les liens en description. Merci beaucoup, Florian. Je te dis à bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous.